Bonjour à tous les étudiants de SMPC et à tous ceux qui poursuivent les solutions de ces séries de travaux dirigés. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la série d'analyse et nous allons poursuivre les solutions de la série numéro 2. Alors, nous avons ici un exercice. Donc, vous avez une fonction qui est donnée, comme vous voyez, donc 1 demi cosinus x moins 1 sur x plus 1 au carré, montrer que l'équation f de x admet une racine réelle. Alors, tout de suite, je vais vous dire que cet exercice, son thème, c'est le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, nous avons deux cas à résoudre aujourd'hui. Commençons par le premier. Donc, nous avons une fonction continue. Le théorème de la valeur intermédiaire, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez a et b de nombres réels, et une fonction qui est continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle, continue sur l'intervalle AB, n'est pas encore pour la dérivabilité. Ça, ce sera dans le théorème des accroissements finis. Donc, si elle est continue sur l'intervalle AB fermé, et si elle prend deux valeurs de signes opposés en A et B, alors cette fonction s'annule en un point entre A et B, en un point de l'intervalle A, B. Alors, il est important de signaler que la continuité est essentielle pour pouvoir appliquer ce théorème. C'est une condition suffisante, évidemment. Bon, alors, nous allons voir la solution. Alors, f est défini continu sur tout intervalle de R. Évidemment, le cosinus est défini. Tout intervalle de R ne contenant pas moins 1 à cause de ce x plus 1 au carré qui est au dénominateur. Donc, vous devez choisir un intervalle sur les extrémités, vous avez deux valeurs, l'une positive et l'autre négative. Peu importe laquelle est positive, l'autre négative. Ça peut être en A ou en B, etc. Alors, moi, j'ai choisi cet intervalle, pi et 2pi. Pas par hasard, parce que si vous voulez rendre cette quantité positive, il faut que ceci soit trop petit pour ne pas influer sur la valeur positive de 1 demi cosinus x. Il faut un nombre qui donne un cosinus positif. Parce que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, cette valeur est comprise entre moins 1 demi et 1 demi. Donc il faut faire en sorte de trouver quelque chose qui donne une valeur plus petite que 1 demi. Alors si on prend pi, par exemple, alors là, on a une valeur négative. f de pi, c'est 1 demi cosinus de pi, qui est moins 1. 1 demi cosinus moins 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi. Et moins 1 sur 1 pi plus 1 au carré, voilà, tout ça est négatif, c'est négatif. Par contre, si on prend 2pi, le cosinus de 2pi est égal à 1 demi. Donc nous avons ici 1 demi moins 1 sur 2pi plus 1 au carré. Il est évident que cette quantité est plus petite que 1 demi. Pourquoi? Parce que son dénominateur 2pi plus 1 au carré, et il est supérieur beaucoup sur cette valeur très petite de 1. En effet, il est de l'ordre ici, de l'ordre 6, quelque chose plus 1, 7, quelque chose à la puissance 2, donc c'est supérieur à 49, moins 1 sur 49, vous imaginez. Donc ça, c'est vraiment trop petit devant 1 demi, et donc par conséquent, f de 2pi est supérieur à 0. Et f est continu sur R sauf en moins 1, cet intervalle ne contient pas moins 1, donc tout est possible pour appliquer le théorème de la valeur intermédiaire. Donc il existe C appartenant à cet intervalle tel que f de C égale 0. Alors je dois signaler qu'ici on vous demande de montrer que cette équation admet une racine réelle pour cette fonction. Moi j'ai choisi cet intervalle, quelqu'un d'autre va choisir un autre intervalle. Et donc il trouvera une autre solution. D'ailleurs, la solution, on ne l'a pas trouvée, on a juste montré qu'elle existe entre pi et 2pi, quelque chose qui annule f.
le théorème de la valeur intermédiaire n'assure pas l'unicité. Il montre qu'il existe une valeur qui annule f dans un intervalle bien précis, pour lesquels les hypothèses sont applicables, mais il ne donne pas l'unicité. On peut avoir plusieurs, pour des fonctions particulières, on peut avoir plusieurs solutions sur un même intervalle. Et ici, on peut avoir d'autres solutions, et sûr qu'il y a d'autres solutions dans d'autres intervalles. Donc attention, l'unicité n'est pas assurée. Pour avoir l'unicité, il faut par exemple que la fonction soit injective sur l'intervalle. Alors c'est ce que nous allons voir dans l'exemple numéro 2. Alors dans cet exemple, nous avons une fonction. Vous voyez qu'elle est également définie sur R. Pourquoi? Parce que vous avez 1 plus x2 est toujours strictement supérieur à... plutôt supérieur à 0, oui. Donc le logarithme, on peut le calculer, et x moins 1, c'est un polynôme de degré 1, on peut additionner. La fonction est définie sur R. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une racine, mais en plus unique. Là, il faudra justifier l'unicité. Alors, si nous allons voir la solution tout de suite. Donc la fonction g, alors dans le texte de l'énoncé c'est f, moi je l'ai appelé g pour ne pas la confondre avec le f précédent. Alors g est définie sur R. Elle est continue sur l'intervalle 0,1. Pourquoi je dis 0,1? Parce que je vais appliquer le théorème de la valeur intermédiaire sur 0,1 pour montrer qu'il y a une racine. L'unicité viendra après. Alors, g de 0, appliquez 0. Ici, vous aurez log de 1, c'est 0. Plus 0, moins 1. Donc, g de 0 égale moins 1. G de 1, log de 2, plus 1, moins 1. Donc, ça fait log de 2. Alors, nous avons deux valeurs de signes contraires sur les extrémités. Par conséquent, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, et puisque la fonction est continue, on l'a déjà dit, il existe C tel que g de C égale 0. Alors pour l'unicité, je dois montrer qu'elle est injective sur R, parce que si elle est injective simplement sur 0,1, G est unique sur 0,1. Mais le texte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Une racine réelle unique. Donc sur toute R, il faudra montrer qu'elle est injective sur R. Alors si vous calculez la dérivée, vous trouvez ça, la dérivée du logarithme 2x sur 1 plus x2, et la dérivée de x moins 1, c'est 1. Vous faites l'addition, vous obtenez quelque chose qui est positif, strictement pour tout x différent de moins 1. Et pour moins 1, c'est 0. Alors cette fonction, quelque chose qui fait comme ça, comme x3, donc elle remonte... oui, exactement. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini à cause de ce x. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc nous avons une fonction qui fait quelque chose comme ça. Donc on monte, passe par le point moins 1, où là, vous avez la courbe admet une tangente horizontale, donc nous avons bien une application injective à cause du signe qui est strictement positif, sauf au point moins 1 où c'est 0. Donc G est strictement croissante et par conséquent injective. Strictement croissante, elle est injective. Il en résulte qu'elle ne peut pas s'annuler deux fois sur la droite réelle. Elle s'annule une fois, nous l'avons vu, entre 0 et 1, et donc c'est l'unique solution de cette équation. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors voilà, nous avons maintenant, alors ça c'est classique comme exercice, on vous donne, si vous voulez, deux fonctions et on les colle en un point, c'est ici 0, et on vous demande est-ce que ça donne une fonction continue. Voilà. Bon. Déterminer les constantes alpha, bêta pour que f soit de classe C1. Tout d'abord, sur les intervalles 0 plus l'infini ouvert et moins l'infini 0, ces deux fonctions sont... Alors, celle-ci sur moins l'infini 0 ouvert, c'est une fonction de classe C1 parce qu'elle est formée par des polynômes fois des exponentielles de polynômes. Tout ça, c'est de classe C1. Même chose pour celle-ci, sur l'intervalle 0,1, c'est 0 plus l'infini, strictement supérieur à 0. Donc, 0 ouvert vers plus l'infini. Elle est de classe C1 parce que c'est une fonction formée de la multiplication et l'addition de fonctions de classe C1.
Le seul point qu'il nous reste à voir, c'est au point 0, déterminer alpha et bêta pour que f soit de classe C1. Donc, je peux rajouter en 0 parce que sur R-0, qui est la réunion de deux intervalles, nous avons vu pourquoi c'est de classe C1. Bien, alors regardons la solution. Alors, pour que f soit continue en 0, il faut que la limite à droite et la limite à gauche soient égales. Pourquoi on parle de limite à droite et de limite à gauche? Parce que nous avons deux définitions de f différentes. Donc, il faut montrer, ou juste calculer, les limites à droite et à gauche, et il faut montrer qu'elles sont égales à la valeur de f en 0. La valeur de f en 0, regardez, vous remplacez ici, vous obtenez 1 exponentielle de 0, 1 moins 2 égale à moins 1. Donc f de 0 égale moins 1. La limite à droite également égale à moins 1. Là, pardon, oui, à droite. Et la limite à gauche, alors si vous remplacez x par 0, vous aurez alpha qui multiplie exponentielle de bêta. Donc, la limite à gauche, c'est ça. Et la limite à droite, moins 1, qui est égal à f de 0. Il faut donc qu'il y ait cette égalité. C'est la première condition. Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'on nous demande? Alpha et bêta pour que f soit de classe C1. De classe C1. Donc, il s'agit aussi de parler de dérivabilité. Alors, je dérive la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Voilà ce que je trouve grâce à la règle de dérivation du produit. Produit. Donc, hein. Je ne vais pas vous expliquer trop quoi ici. Et ici, vous avez moins 1 qui multiplie ça. Voilà. Le alpha, c'est une constante. Il faut toujours mettre les constantes en facteur pour ne pas alourdir les calculs. Ensuite, moins 2, 1 moins x que multiplie 1 moins x. Donc, moins 2, 1 moins x au carré. Et le alpha et le bêta qui descendent par la dérivation. Donc, on a bien ceci, la dérivée sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Pour la dérivée pour x strictement supérieur à 0, également, vous avez, ici, vous dérivez moins de 1 moins x fois exponentielle, plus 1 moins x au carré fois exponentielle x, c'est le moins 2, donne une dérivée nulle. Donc voilà les dérivées. Alors ici, puisque f, on veut que f soit de classe C1, en particulier sa dérivée est continue. Donc la limite à droite en 0, la limite à droite en 0 et la limite à gauche en 0 doivent être égales. Ce que j'ai noté, tout simplement, f' des 0 égale f'g. Vous remplacez cette expression par 0, voilà, c'est-à-dire vous calculez la limite. Ça revient juste à remplacer, parce que c'est défini aussi en 0. Et si vous remplacez x par 0, vous obtenez, alors qu'est-ce qu'on obtient? Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. En fait, donc, nous avons deux conditions, celle-ci et celle-ci. C'est un système, mais puisque alpha bêta est donné égal à moins 1 à cause de la condition 1, je le remplace ici, et je trouve 1 plus 2 bêta fois moins 1 égale 1, ce qui veut dire 1 plus 2 bêta égale moins 1, d'où je tire bêta égale moins 1. Et je remplace ici bêta par moins 1, et je divise par ce exponentiel moins 1 pour trouver donc pour trouver alpha égale moins 1. Donc je répète, ceci c'est moins 1, je remplace ici, j'obtiens cette équation. Cette équation elle est facile, je tire bêta égale moins 1, puis je remplace bêta par moins 1, donc alpha exponentielle moins 1, ce qui veut dire alpha sur E égale moins 1, d'où alpha égale moins 1. Pardon. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc à la prochaine fois. Merci de votre attention.